à Sèvres pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr la collection du musée qui est très riche en pièces liées aux arts de la table. Une partie est exposée. Et par ailleurs, bien sûr, Sèvres, la manufacture, depuis le XVIIIe siècle, produit un certain nombre de pièces liées aux arts de la table. Donc, je dirais que notre maison, naturellement, se devait d'accueillir une exposition sur le sujet. Et il y a un événement, en quelque sorte, qui a accéléré... Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Pardon. Il y a un événement qui, en quelque sorte, a accéléré ce processus. Une exposition a été organisée en 2019 au musée de Pointe-à-Calière Voir les gens. à Montréal. Et elle était intitulée, cette exposition, « À table, le repas français se raconte ». Et elle revenait… Attends. Viviane, 2 minutes, je vais mettre… ça y est, Voilà, Viviane, est-ce que tu peux reprendre ta… Aïe, 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 aïe. Viviane, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux reprendre avec ton micro? C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, voilà, merci. Donc, je disais, donc, exposition avec ce processus qui s'est accéléré avec l'exposition de Montréal, qui a été organisée en 2019, qui s'appelait À table, le repas français se raconte. Et en fait, Sèvres a beaucoup travaillé et a prêté énormément de pièces, 150 environ, à cette exposition. Limoges a prêté aussi une centaine de pièces, donc notre Sèvres Manufacture, enfin Sèvres et Limoges ont prêté 250 pièces, c'est-à-dire près d'un quart des pièces qui étaient présentées dans cette exposition. Donc on a été beaucoup mobilisés. Anaïs avait beaucoup travaillé aussi sur cette exposition. Nous sommes allés la voir là-bas et voilà. Donc dans ce cadre, je dirais, avec ces différents éléments, on a eu envie vraiment de lancer un tel projet à Sèvres, d'autant que je dirais pourquoi l'année 2020, pourquoi présenter cette exposition en 2020? Pour plusieurs raisons. En 2020, on célébrait les 10 ans du classement à l'UNESCO du repas français, du repas gastronomique des Français, le 16 novembre 2020 précisément, qui devait être notre date d'ouverture d'exposition. Et par ailleurs, en 2020, on célèbre également les 280 ans de la manufacture de Sèvres. Donc, c'était aussi ces dates anniversaires qui ont accéléré en quelque sorte et qui ont favorisé le choix de l'année 2020 pour une telle exposition qui était assez naturelle pour Sèvres. Peut-être qu'Anaïs peut revenir un peu sur le parcours de l'exposition, son fonctionnement. Donc notre propos, en fait, c'était d'expliquer comment, finalement, nous sommes héritiers des repas gastronomiques qui ont été ceux, on va dire, des élites, de l'aristocratie, qui sont nés notamment à partir du Moyen-Âge, à la Renaissance, 17e, 18e siècle. Donc, on a un parcours dans l'exposition qui est transchronologique, en fait, donc qui vous raconte cette histoire du repas gastronomique en France. Donc, on s'est limité effectivement à la France, même si, évidemment, au départ, on a une vision qui est plus européenne, puisque un repas typiquement français ne naît pas finalement avant le XVIIe siècle. Et on a également voulu en fait ponctuer ce parcours chronologique de petits intermèdes où on se concentre en fait sur l'étude par exemple d'un condiment comme le sel, comme le sucre, où on va parler par exemple aussi du vin, du champagne, de la pâtisserie, ce qui constitue des petites pauses finalement dans le parcours pour apporter un peu de diversité, mais ça permet aussi de rappeler que dans le repas à la française, originellement dans le service à la française, il y a un certain nombre de services, il y en a au moins 3. C'est ce que nous dit l'UNESCO dans le dossier de classement du repas gastronomique des Français, qui sont parfois ponctués de ces petits intermèdes, de ces entremets, qui étaient parfois des petits spectacles, des petites animations qui venaient divertir les convives. Donc voilà, ces entremets, on les a aussi insérés finalement dans le parcours d'exposition pour offrir des pauses comme ça un petit peu rafraîchissantes aux visiteurs. De la même manière, en fait, le défi, c'était d'évoquer les arts de la table sans être répétitif, évoquer les arts de la table, mais aussi l'évolution de la gastronomie, comme vous l'avez compris. Donc, pour évoquer les arts de la table, naturellement, à Sèvres, on est plutôt bien pourvu. Pour évoquer la gastronomie, c'est un autre défi, c'est-à-dire qu'on a des assiettes qui sont assez vides, donc il a fallu essayer de réfléchir à des astuces je dirais, scénographiques pour évoquer les odeurs, pour évoquer voilà, le goût, l'aspect d'un certain nombre d'aliments qui étaient contenus, par exemple, dans les terrines. Donc ça, on ne va pas tout vous dévoiler, ce sera en visitant l'exposition que vous
vous le découvrirez, mais ça a été en tout cas un de nos défis d'articuler à chaque fois vraiment un dialogue entre art de la table et gastronomie, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Finalement, un certain nombre de formes évoluent en fonction de l'évolution de la cuisine en France. Donc, on commence en fait par l'Antiquité. Non pas parce qu'il y a un événement spécifique qui se passe à ce moment-là. En France, on est dans le bassin méditerranéen, on fait partie à ce moment-là de l'Empire romain et on a en partage un certain nombre de pratiques, donc celle du banquet, et on goûte déjà un certain nombre de mets qui sont toujours appréciés en France, comme les huîtres et le foie gras. Donc c'était finalement un bon point de départ. Et puis surtout, on est dans des mondes totalement différents par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on mange plutôt allongé sur des lits, qu'on mange effectivement aussi avec les mains. Donc, on voulait commencer par un univers comme ça qui était un petit peu différent d'une autre. Et ensuite, on va balayer, en fait, je dirais, l'échelle du temps en découvrant ce qui se passait au Moyen-Âge, avec vraiment l'instauration vraiment de ce service à la française, avec ses bases. Et puis ensuite, le passage à la Renaissance, on est encore dans un monde vraiment où que ce soit au niveau des pratiques, des manières de table ou de ce qui est consommé, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le reste de l'Europe. On ne peut pas vous résumer chacune des sections, ce serait fastidieux. Disons que voilà, on a voulu vraiment marquer une rupture pour le XVIIe, avec des installations, je dirais, muséographiques qui commencent à être un peu plus théâtrales à ce moment-là. Sinon, on essaie de reconstituer des sortes de petites tables. On a l'impression qu'on est à table à l'époque romaine, qu'on est à table au Moyen-Âge. À partir du XVIIe, vous verrez en fait la reconstitution d'un dressoir tel qu'il pouvait y en avoir dans les bosquets, par exemple, du château de Versailles, lors des collations qui pouvaient avoir lieu après un spectacle, par exemple. Et pour le XVIIIe également, on a voulu aussi qu'il y ait une sorte de muséographie comme ça, un petit peu immersif pour le visiteur. Normalement, vous allez être absorbé par une avalanche de terrine que vous allez pouvoir contempler et qui va descendre des murs. Je te passe peut-être là. Oui, justement, Anaïs parle de la scénographie. On a collaboré étroitement avec Jean-Paul Camargo, qui a déjà travaillé, par exemple, avec le musée de Sèvres pour l'expérience de la couleur. Et c'était très agréable de travailler avec lui. Il a très bien compris nos idées et lui-même a fait des propositions très intéressantes. Il nous a aidé justement à combler ces difficultés, l'assiette vide, comment évoquer le contenu, etc. Donc, on recourt à l'iconographie également, à quelques images, quelques agrandissements pour aussi accompagner en termes de médiation, justement illustrer, apporter des illustrations qui complètent la présentation des objets eux-mêmes. Effectivement, il a su trouver des modes de présentation un peu théâtraux par moments pour les terrines, comme le disait Anaïs. Il y a en quelque sorte des moments forts dans cette exposition. La salle 18e en est un. On a deux tables dressées qui sont assez spectaculaires. Je pense notamment à une table dressée autour de 1900 avec, pour une des premières fois, le surtout d'Agathon Léonard qui est présenté dans sa totalité. Donc ça, c'est une table sublime, et je dirais que avec les fêtes qui arrivent, qu'on espère les plus heureuses, c'est vrai que ça nous invite vraiment à un repas de fête. Donc, s'il y a vraiment des moments forts comme ça et des moments très beaux, voilà, assez réussi pour l'œil, c'est un vrai plaisir. Il y a une variété aussi des objets, parce que c'est vrai que, évidemment, art de la table, mais justement, pour pouvoir évoquer tous les aspects du sujet, on a aussi recours donc de l'iconographie, mais aussi à de véritables arts graphiques ou des tableaux en fait, qui nous ont été prêtés. Également des livres de cuisine, des livres de recettes du XVIIe et du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle notamment. Et on a un certain nombre de menus aussi, des menus décorés qui sont particulièrement beaux, particulièrement intéressants, qui nous ont été prêtés par différentes institutions. Donc au niveau des prêteurs, juste pour vous dire un mot, on a des prêts, énormément de prêts en fait, du musée des arts décoratifs, c'est un prêt exceptionnel du musée des arts décoratifs, mais on a aussi des institutions comme Air France, comme Michelin qui ont participé. Christophe, le Saint-Louis, qui sont des maisons aussi qui ont généreusement participé. Grandes maisons de luxe en fait, pour les arts de la table. On a une pâtisserie comme Méhert à Lille qui a également contribué parmi les prêteurs, et un certain nombre de particuliers. Par exemple, on a une sorbetière du XVIIIe siècle qui nous a été prêtée pour vous donner un petit peu un
l'éventail de ces matériaux aussi. Et bien sûr, Sèvres constitue un point d'orgue aussi de cette exposition, que ce soit le Sèvres du XVIIIe siècle. Il y a vraiment toute une pièce notamment consacrée à cette période et à la mise en valeur des pièces en grande partie de nos collections d'ailleurs, mais pas uniquement du XVIIIe siècle. Et bien sûr, la fin du parcours aussi met vraiment en valeur les créations de la manufacture nationale au XXe siècle, notamment pour répondre aux exigences protocolaires de certaines de nos institutions, au Palais de l'Élysée, à certains ministères, etc., à certaines ambassades également. Et bien sûr, un des clous de cette exposition, c'est la commande de la présidence de la République passée très récemment, en 2017, qui est présentée dans cette ampleur-là, en tout cas pour la première fois au public, donc qui clôt aussi de manière assez exceptionnelle cette exposition. Et c'est vrai que c'était une manière en fait de se concentrer en fait pour le XXe siècle, parce que c'était un peu complexe pour nous par rapport aux autres périodes de choisir vraiment des axes, parce qu'il y a énormément de choses à dire autour de ce sujet. Enfin, on est toujours prolixe et on a toujours envie d'évoquer une thématique supplémentaire. Excusez-moi, pour le XXe siècle. C'est vrai qu'on a essayé de montrer finalement comment ont évolué les arts de la table en passant par la période Art déco, en montrant ce qui se passait en fait dans les paquebots, dans les avions. On a aussi essayé de montrer comment le repas gastronomique s'était démocratisé. Mais comme on était à Sèvres, effectivement, notre axe majeur, c'était de montrer comment les services de table de Sèvres étaient au service de la gastrodiplomatie encore aujourd'hui. C'était bien naturel. Et dans la version de Limoges, qui va ouvrir en fait cet été, ce sera quelque chose de différent, puisque eux vont effectivement essayer d'adapter notamment cette section des 20e et 21e siècles, je dirais, à leurs particularités locales. Donc ça permet comme ça d'avoir finalement un aspect un petit peu global de ce qui s'est passé, une situation d'état des lieux du repas gastronomique au XXe siècle, sachant qu'on a une programmation culturelle qui vient compléter l'exposition, qui vient aussi approfondir certaines thématiques qui sont à peine évoquées dans la scénographie. Je voulais juste dire que la deuxième étape donc, de l'exposition à Limoges a lieu du 14 juillet au 1er novembre. Donc effectivement, comme le disait Anaïs, une adaptation en quelque sorte de cette exposition au contexte limougeot qui est très riche également. On est très bavarde, donc il faut peut-être qu'on s'arrête là. C'est très, très bien. Merci infiniment parce que ça nous donne très envie de partir tout de suite voir l'exposition. Voilà, donc rendez-vous à partir du 16 décembre. Voilà, on vous attend. Très bien, on sera ravis en tout cas. Merci beaucoup, Viviane et Anaïs. À bientôt, Cécile. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne table ronde à tous. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être le moment pour Sun Moon Cho de nous expliquer en fait une synthèse des arts de la table au XXe siècle. Donc, je lui laisse la parole et je la remercie. Alors, avant d'ouvrir le débat sur l'art de la table de nos jours, je voudrais évoquer quelques innovations importantes accomplies au XXe siècle dans le domaine du service de table, en particulier durant l'entre-deux-guerres et l'immédiat après-guerre, deux périodes qui ont fourni l'héritage fondamental de l'art de la table d'aujourd'hui. L'entre-deux-guerres en particulier est un moment clé de l'histoire du service de table, grâce au programme artistique qui souhaite introduire l'art dans la vie quotidienne. Le service de table occupe désormais une place importante dans les réflexions artistiques. Le contexte social et culturel favorise aussi l'essor de ce domaine. En effet, plus qu'un objet utilitaire, le service de table représente pour les usagers de l'entre-deux-guerres un marqueur social. Il s'agit cependant moins d'apparat comme naguère que de manifester le goût du propriétaire. Le goût constitue en effet le premier critère de définition de la classe bourgeoise moderne, d'après l'un des plus lucides sociologues de l'époque, Edmond Goblet. La nouvelle bourgeoisie se définit moins par la position sociale ou la profession, comme par le passé, que par sa manière de paraître et son image. L'éducation esthétique compte désormais plus que toute autre chose et détermine l'appartenance à une élite qui se démarque de la masse. L'essor exceptionnel de la création de services de table durant l'entre-deux-guerres est lié aux nouvelles significations de la table en tant qu'expression de soi dans un certain milieu social.
En outre, à cette époque où le rythme de vie s'accélère, le plaisir qu'offre le moment du repas est particulièrement valorisé. Je cite le critique d'art René Chavance dans son article sur le décor de la table publié dans la revue Les Échos des industries d'art en 1926. Il dit « Dans notre vie active et dispersée », il y a un problème de partage d'écran, dispersée, l'heure du repas est l'un des rares moments où il soit possible de se réunir et de causer un peu. Je crois qu'il y a un problème de partage d'écran. Enfin bon, poser un peu. Aux satisfactions de la bonne chère, il n'est pas indifférent que s'ajoute le plaisir des yeux. Et celui-ci complète celui-là. Le moment du repas est ainsi investi de ces nouvelles significations esthétiques, sociales et psychologiques. Il n'est donc pas étonnant de voir à cette époque émerger... Pardon Cécile, mais il y a un problème de partage d'écran. Ah, c'est bon, maintenant. Pardon, un petit problème technique. Il n'est donc pas étonnant de voir à cette époque émerger des artistes spécialisés dans la création de services de table pour la première fois en France. Ces artistes savent capter le goût du jour et suivre de près l'évolution stylistique sur la scène des arts décoratifs en général pour l'adapter au service de table. La figure pionnière est alors Jean Lus. Il est l'un des premiers à transposer aux produits issus de l'industrie un nouveau style qui émergeait alors, appelé ultérieurement Art déco. Dès 1912, il dessine de la céramique et de la verrerie pour la table et fait fabriquer des formes à des manufactures en province ou à l'étranger, puis il fait exécuter sur ces formes des décors en petite série sur mesure dans un atelier de décoration à Paris, atelier de Vivinis et Lobjoie. Il est aussi le premier à assumer la position d'être à la fois créateur et éditeur, spécialisé en services de table, en fondant son magasin en 1923 à Paris, au 30 rue La Boétie. Cependant, il n'est pas une figure isolée. Dans les années 1920, on assiste à une prolifération de commerces similaires dans Paris qui participent tous à la rénovation esthétique du service de table. C'est moi qui l'ai fait tomber, oui. Non, mais pour n'en citer quelques-unes des plus connues, mis à part la maison Jean-Lus, René Lalique et compagnie, que René Lalique fonde avec sa fille Suzanne et son fils Marc. André Hunebelle, que l'on connaît en tant que cinéaste, mais il était aussi créateur et éditeur du verre, et la maison Roire, qui emploie l'artiste talentueux Marcel Goupy. Ces maisons spécialisées s'attachent à se constituer en style propre et à s'assurer de la qualité des produits par le contrôle du procédé de production réalisé en partie dans Paris ou par l'intervention directe de l'artiste dans l'exécution. Leur structure à l'échelle humaine leur autorise des contacts directs avec les clients, ce qui leur permet de suivre de plus près l'évolution du goût, très changeant durant l'entre-deux-guerres. Lus, en particulier, est très impliqué dans la poursuite de la modernité et celui qui rénove le plus radicalement les formes et les décors du service de table. Je vous montre quelques exemples. Le service Corbeil, conçu par Lus en 1923, réalisé en faïence teintée à la manufacture Villeroy et Bord, réinterprète la forme traditionnelle par l'épuration des contours, suppression de tout décor, et la valorisation de la beauté du matériau. Lus est aussi l'un des premiers à introduire sur le service de table le style géométrique qui émerge vers 1925. Sa série d'assiettes dites or et platine remplace le décor floral ou animalier cher au service de table depuis des siècles par des motifs géométriques. Elle transgresse par ailleurs la règle traditionnelle quant à la pose du décor qui doit respecter la structure de l'aile et du bassin d'une assiette pour y apposer librement sa composition géométrique abstraite.
Luce utilise donc ici toute la surface de l'assiette pour y apposer librement sa composition. Pour son modèle dit rectangulaire, le créateur applique le style géométrique à la forme même du service. Il combine divers volumes géométriques, cylindriques, carrés, rectangulaires, demi-cercles. L'ornement est supprimé, encore une fois, pour mettre en avant la valeur esthétique de la structure même du service, ce qui renverse la règle traditionnelle qui valorise davantage le décor plus qu'une forme dans un service. Le créateur emploie également pour la verrerie le moulage géométrique et puriste en jouant sur les volumes de la coupe et du pied. On note aussi la tendance à diminuer la hauteur du verre en supprimant la jambe qui se plaçait d'ordinaire entre le piétement et la coupe. Les verres à vin deviennent presque un type de gobelet. Cette mode reflète aussi une nouvelle manière de table qui tend vers une ambiance décontractée et plus intime. Nous y reviendrons. Toujours dans cette tendance de baisser la hauteur du décor de la table, Luce invente une nouvelle forme du centre de table réalisée en dalles de verre plat, dotées de compartiments creusés par la gravure au jet de sable. Et ces parties en creux sont censées accueillir les têtes de fleurs ou de fruits. La créativité qui anime cette période dans le domaine du service de table est remarquablement perspective dans le service à cocktail, inventé pour accompagner un nouveau mode de sociabilité, l'heure du cocktail, qui s'impose en Europe, fascinée par l'Amérique dans l'entre-deux-guerres. Luce imagine un plateau qui permet de poser à la fois le verre et les canapés, et on peut déambuler avec ce plateau facilement grâce à cette prise aménagée sur le bord que vous voyez ici. Je montre ici un autre exemple, cette fois-ci de Marcel Goupy, rival principal de Luce, qui modernise, lui, la cave à liqueur. La modernisation de l'esthétique du service de table qui va ainsi vers la pureté formelle, vers le volume géométrique et vers la suppression de décors inutiles constitue la base du nouvel art de dresser la table. Alors qu'au XIXe siècle, on est dans l'excès de luxe qui pousse à inventer des besoins inutiles comme pinces, asperges, etc., encombrant sans nécessité la table, les tables dressées dans l'entre-deux-guerres sont plus nettes, sobres, avec peu d'objets. Mais le trait le plus caractéristique de l'art de la table dans l'entre-deux-guerres est l'harmonie entre les éléments posés sur la table. Luce conçoit le plus souvent la céramique et la verrerie assorties en accords formels. Les photographies qui servent de catalogue de vente dans son magasin que vous voyez ici mettent en scène en effet un ensemble de services céramiques et verre qui résonnent par l'accord de forme et de ligne. Par exemple, à gauche, le service dit Province en cristal et l'assiette du modèle Anneau en faïence s'unissent par leur rondeur, la demi-sphérique de la coupe et l'aile bombée de l'assiette. À droite, les services rectangulaires en faïence et en cristal se marient par leurs angles et leurs lignes rigoureuses et nettes. De plus, Luce ici choisit une nappe à grands carreaux de façon à faire écho à la forme du service rectangulaire. Afin de pousser plus loin l'harmonie du décor de la table, Luce collabore avec une tisserande, Chabert-Dupont, connue pour ses nappes architecturales. Elle a inventé une technique pour lancer les fils sur un principe géométrique des rayons. Ici, un exemple de leur collaboration, le service tout en cristal de Luce, fabriqué par la cristallerie de Saint-Louis, se marie particulièrement bien avec dentelle de Chabert-Dupont en laissant voir le dessin rigoureux et le rythme sobre des pleins et des vides. Par ailleurs, la créatrice
textile conçoit ici des sous-verres spécialement ajustés au service de verres rectangulaires. Les homologues de Luce ont la même démarche d'accorder les services et la nappe, ici deux tables dressées par la maison Rouard. Les services utilisés sont ceux de Marcel Goupy, datant vers 1930, qui sont assortis avec les nappes de la maison Rodier et des couverts de Tétard Frères dans le pur style géométrique. Le nouveau dogme de la table se trouve officiellement synthétisé dans l'entre-deux-guerres par une initiative institutionnelle. L'exposition est intitulée « Le décor de la table » qui se tient au musée Galliera en 1930. C'est la première exposition dédiée au décor de la table tenue dans un musée public. 25 tables sont dressées et exposées dans des salles à manger dans un accord entre tous les éléments de la table, céramique, verrerie, orfèvrerie, lingerie, luminaire et le mobilier. Je vous en montre 12 exemples, la salle à manger de Dominique et la salle à manger du décorateur Joe Bourgeois. Ici, la table est dressée par le soin de la maison Rouard avec les services de table conçus par Marcel Goupy. Et ici, les services de cristal et de la plâtrerie en argent sont de la maison Tétard. Dans l'ensemble, on note qu'une atmosphère d'intimité est créée grâce à la réduction de la hauteur des éléments sur la table. Ainsi, l'usage de verres de type gobelet sans jambes et des centres de table plats qui ne gênent plus la vision à travers la table et facilitent la conversation est unanimement accueillie. La table circulaire, plus avenante et plus décontractée que la rectangulaire, sont devenues courantes. La nappe recouvrant toute la table est abandonnée au profit des napperons individuels qui se placent sous chaque couvert et les partisans résolus de la modernité votent même pour la suppression de la nappe pour valoriser le matériau et la netteté des lignes des objets sur la table. Outre les questions esthétiques que je viens d'évoquer, j'aimerais aussi présenter un autre trait caractéristique de l'art de la table dans l'entre-deux-guerres, à savoir la vogue du service personnalisé. Longtemps réservé à des classes privilégiées, le service personnalisé par un monogramme connaît un essor commercial spectaculaire dans l'entre-deux-guerres. Avoir un service marqué d'un chiffre élaboré par un artiste flatte particulièrement la bourgeoisie, désireuse à la fois de se distinguer et de renouer avec les traditions de la noblesse. Pour répondre à cette demande, sans abandonner l'esthétique contemporaine, les artistes spécialisés ont su renouveler l'art du chiffrage. Je vous montre quelques exemples conçus par Jean Luce. Je n'ai pas de photographie de pièces elles-mêmes, mais on voit bien des exemples à partir des fiches de décors qui servaient à exécuter les décors conçus par Jean Luce à l'atelier de Vipinis Lopjoa. Donc les monogrammes deviennent presque des motifs décoratifs abstraits et on reconnaît presque à peine les alphabets. Sur le même type de document, fiche de décor, on observe aussi les aspects beaucoup plus divers que prend le service personnalisé durant l'entre-deux-guerres. On aime utiliser des symboles dotés d'un sens propre aux commanditaires. Par exemple, les villas et les maisons, ils sont les plus nombreuses. Et les activités sportives que chérissent les commanditaires sont également l'un des thèmes que les contemporains désirent couramment faire figurer sur leurs services. On distingue en particulier des motifs liés au golf ou à la course automobile. J'évoquerai le dernier trait caractéristique de l'art de la table de l'entre-deux-guerres, un nouveau rapport qui se tisse entre la gastronomie et la vaisselle. Plusieurs critiques d'art ou des gastronomes de l'époque en font mention. Nombreux sont ceux qui cherchent des affinités entre la saveur du plat et l'esthétique du décor de la table, en les plaçant tous deux sous le signe de la modernité, c'est-à-dire la pureté et la sobriété.
Pierre Schuys résume cette idée en 1929 dans un article du magazine Stancy. Sous forme de conseils adressés à un jeune homme par un gastronome, le dogme de la modernité est préconisé pour tous les aspects de la vie, y compris la gastronomie et l'art de la table. Je cite. Souviens-toi qu'ici comme ailleurs, la simplicité est ta loi. Ton tailleur te vêt de lignes nettes et sobres. Ton carrossier a donné à ton coupé un profil pur. La femme que tu aimeras n'aura soin que de paraître strictement encore simplifié par le sport et la culture physique. Ainsi, ton goût doit épurer tout ce à quoi il s'applique. Ne crois pas qu'il y ait des exceptions à cette règle d'harmonie. En gastronomie particulièrement, elle règne avec une inflexible rigueur. En matière de cuisine, il précise « fuis la complication. La grande cuisine est simple. J'aime que le bœuf se proclame bœuf. Vous m'offrez un turbo et il est si bien emberlificoté dans un coulis d'œufs et de fromage que je le prends pour un soufflet. » Quant au cadre du repas, il l'incite à introduire dans la salle à manger la simplicité et la netteté et préconise l'usage limité de l'orfèvrerie trop éclatante en donnant la préférence à la porcelaine. Songe qu'il est des porcelaines de pâte si tendres et si pures qu'elles doublent le plaisir qu'on a y dégusté d'excellentes préparations. Les nouveaux traits de la sensibilité des contemporains qui s'expriment dans le décor par la sobriété et la netteté se retrouvent donc dans le contenu de l'assiette. On privilégie le goût pur des ingrédients et on évite les sauces trop compliquées. De la même façon que l'on bannit l'ornement dans la création de la vaisselle au profit de la beauté du matériau et des lignes épurées. En somme, la sobriété, la pureté et la simplicité représentent l'esthétique de l'art de la table dans l'entre-deux-guerres et les mêmes valeurs guident la tendance alimentaire. On ne peut qu'y remarquer l'origine de certaines caractéristiques des arts de la table de nos jours. Cependant, de l'entre-deux-guerres à 2020, il y a eu bien des évolutions. À faute de temps, je vais évoquer seulement le trait marquant dans l'immédiat après-guerre, le fonctionnalisme et la massification. Le fonctionnalisme prévaut pour faire face à une nouvelle urgence qui apparaît en France gravement touchée par les déconstructions immobilières durant la guerre. La fonctionnalité et l'économie de l'espace président à la conception de nouvelles constructions et de leurs équipements. C'est l'époque du mobilier en série, modulable et bon marché. La cuisine laboratoire d'inspiration taylorienne s'impose afin de faire économiser les gestes et le temps de la ménagère qui vit désormais fréquemment sans domestique. Ce nouveau contexte économique et social a d'importantes répercussions sur la création de services de table en France dans l'après-guerre. Le marché de services de table connaît alors une massification et une mondialisation sans précédent. La plupart des petites maisons de création et d'édition florissantes durant l'entre-deux-guerres interrompent leur activité ou se consacrent à la commercialisation des services issus directement des manufactures, renonçant à leurs interventions artistiques. Jean Luce, l'un des rares créateurs en France qui ait su développer une production conciliant nécessité de standardisation et massification, est pratiquement le seul à maintenir son activité en s'adaptant aux exigences nouvelles. Ces nouveaux modèles de l'après-guerre répondent aux critères du fonctionnalisme et aux besoins du plus grand nombre. Pour citer quelques-uns de ces modèles novateurs, je vous montre ici le service dit rationnel, conçu en 1951 et fabriqué à partir de 1954 aux faïenceries de Salins-les-Bains. C'est le premier service dont tous les éléments sont entièrement empilables, comptant au total 43 pièces censées correspondre aux besoins d'une famille. Ces pièces s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Certains éléments du service sont interchangeables. Les coupes à dessert peuvent servir de couvercle à la soupière et aux légumiers. Et les raviers peuvent également être utilisés comme plateau pour la saucière. Cette ingénieuse multifonctionnalité des objets permet ainsi de diminuer le nombre de pièces que comporte un service
et l'ensemble des 43 pièces occupe un minimum de place lorsqu'il est rangé dans un placard. Un autre modèle novateur est le service allant directement du four à la table, nommé Montjanlier, conçu pour faire économiser le temps et l'énergie aux ménagères. On cuisine ou réchauffe les aliments dans les plats avec lesquels ils seront servis. Sa fabrication est confiée à la manufacture Revol, spécialisée depuis le 19e siècle dans la porcelaine à feu. La porcelaine à feu possède de multiples vertus: résistance au feu, forte capacité d'isolation thermique, solidité, qualité d'hygiène, mais ce matériau était uniquement cantonné à une place d'ustensile de cuisine. Luce le revalorise en lui conférant un aspect esthétique digne d'un service de table. Il réexamine entièrement les formes de la porcelaine culinaire, jusqu'alors toujours un peu lourde. Il confère des volumes allégés, simples, des contours simples, des contours épurés et surtout des couleurs vives et attrayantes. La forme de chaque élément du service est étudiée de façon à ce que l'ensemble soit empilable et que certaines pièces soient multifonctionnelles. Par exemple, la soupière a été conçue pour servir de bain-marie aux légumiers à oreilles qui s'emboîtent à l'intérieur. Par ailleurs, grâce à la qualité hygiénique du matériau qui n'absorbe pas le goût des éléments, ce service est également destiné à la conservation alimentaire. Enfin, le dernier modèle fonctionnaliste de Luce que je citerai est issu de sa collaboration avec la marque Duralex. C'est le fameux modèle lisse composé d'assiettes de tailles différentes réalisées en verre trempé, verre incassable et émaillé de couleurs vives qui marquent la mémoire collective des Français. Bien que brièvement, j'ai essayé d'évoquer quelques traits principaux du paysage de la création de services de table dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre, de façon à pouvoir ouvrir une perspective historique à notre débat sur l'art de la table d'aujourd'hui, que nous commencerons dans un instant.